mon objectif de cette presse, c'était dans un premier temps vous sensibiliser et vous inviter à agir par la suite. Donc, on va pouvoir voir ce que le Green IT et vous, ce que vous pratiquez au quotidien. Qu'est-ce que le Green IT? Les faces cachées du numérique. Comment réduire l'empreinte de cet impact? Et puis après, on passera à une phase de questions-réponses. Donc, en 87, un artiste international nous appelait tous à faire sa part pour changer le monde. Il disait qu'on devait commencer à changer les choses en commençant par regarder dans le miroir, c'est-à-dire en commençant par nous qu'on devait commencer à changer les choses. Il y a très longtemps, il y a des décennies que le roi de la pop, Michael Jackson, n'est plus des nôtres, mais nous avons tous le devoir et le pouvoir d'agir pour protéger notre environnement. Donc, on a tous entendu déjà parler du réchauffement climatique. Donc, un petit rappel, lorsqu'on parle de réchauffement climatique aujourd'hui, il s'agit d'un phénomène d'augmentation de température qui se produit sur Terre et on l'a dénombré à peu près depuis environ 100 à 150 ans. Donc, il y a vraiment urgence à agir. Beaucoup de personnes pensent que si on participe au tri sélectif à son domicile, si on construit une habitation qui respecte l'environnement et qu'on a de l'électricité basse consommation, on devient vraiment des gros acteurs de protection de l'environnement. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va voir. On pense en général que ce sont les entreprises qui polluent le plus, qui envoient énormément de CO2. Dans l'esprit des gens, lorsqu'on conduit une voiture éco-responsable, du genre électrique, on protège encore fortement notre planète et la protection de l'environnement. Est-ce que cela suffit? Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce sont encore beaucoup de questions à se poser à l'heure d'aujourd'hui. On va pouvoir voir un peu dans les futurs slides ce qu'on va pouvoir faire plus tard. Donc, peu de personnes participent et pratiquent les bonnes pratiques pour la protection de l'environnement. On peut faire attention à la consommation d'eau. On peut voir que 50% des Français boivent toujours de l'eau du robinet et collectent de l'eau de pluie généralement pour leur jardin. Seulement 67% des Français font le tri sélectif. Ça fait peu pour la totalité de la France. Ou encore 35% des Français qui participent aux collectes pour recycler les ampoules, les piles, l'électronique, tout ce qui est électroménager. Ça fait peu énormément. Jour après jour, la pollution s'installe, de petits riens au quotidien qui laissent une triste trace de notre empreinte carbone. Donc, on va voir dans les prochaines slides à quoi cela est dû et qu'est-ce qu'on peut lutter contre ce fléau. Aujourd'hui, ce qui nous réunit tous et ce qu'on partage tous ensemble, ce qu'on a tous en commun ce soir, c'est qu'on travaille tous dans le numérique. La transformation numérique a bouleversé les codes et les modes de fonctionnement de notre société au cours de ces dernières décennies. Le digital est aujourd'hui omniprésent et s'immerge chaque jour, peu à peu, dans nos vies. On peut le voir, on a tous une télévision à la maison, on a tous des mobiles, on a tous des PC. De plus en plus, on commence à avoir des Google Home, des objets connectés. Est-ce que ça peut produire encore plus d'impact ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire contre? On va voir.
Donc maintenant, on va voir est-ce que c'est réellement le Green IT. On va voir d'un point de vue général, selon la définition de Wikipédia, si le numérique est un formidable vecteur de progrès économique et social, il n'est pas exempt de tout reproche. On estime aujourd'hui qu'à l'échelle mondiale, les usages numériques représentent 2 fois l'empreinte de l'environnement de la France. Ce qui fait énorme. Donc le Green IT, en fait, on peut le nomme de plusieurs façons pour protéger l'environnement et c'est un enjeu pour la société. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses pour pouvoir le pratiquer. Nous savons le mesurer et l'évaluer. Nous connaissons les alternatives. Nous ne pouvons pas faire semblant de rien savoir. À l'heure où l'urgence climatique se fait, chaque jour est plus présent. Le numérique responsable prend de l'ampleur et commence à se faire une place. Si tout le monde partage désormais l'importance des enjeux sociaux et sociétaux et environnementaux associés au numérique, le constat qu'on constate, c'est que personne ne sait maîtriser réellement le vocabulaire et ses pratiques. Ce qu'on peut voir, c'est que le Green IT, il se divise en plusieurs parties et on peut le nommer de différentes façons. Comme on peut voir donc là sur la slide, on parle de numérique responsable. Donc, c'est une démarche pour améliorer en continu ce qui vise l'empreinte écologique, économique, sociale et technologique. Live for Green, ce qui vise à mettre le numérique au service du développement durable afin d'analyser, prévenir et apporter des solutions. La sobriété numérique, là, c'est ce qui concerne beaucoup plus proche, ce qui nous concerne le plus, c'est tout ce qui est au niveau web. Donc, c'est une démarche qui consiste à concevoir des services numériques plus sobres et à modérer des usages numériques au quotidien. Après, donc, on a aussi l'obsolescence programmée. Donc, c'est une stratégie industrielle qui vise à programmer une durée de vie limitée à un produit non consommable dans le but d'en augmenter la fréquence de remplacement. Donc, on va produire une technologie qui va permettre de durer et de faire plus attention. Maintenant, on va faire un petit voyage dans le temps et on va voir quelques dates de l'histoire du numérique. En 1972, l'invention de l'ordinateur, ça a commencé, qui a marqué le début de la révolution numérique. En 1991, c'est la création du World Wide Web. En 1992, lancement du projet Energy Star aux États-Unis, dont l'objectif est de promouvoir l'économie d'énergie sur les équipements électroniques et informatiques. En 1998, la Convention d'Aarhus consacre la notion d'information environnementale. En 2008, il y a eu une publication du rapport TIC et développement durable par le ministère de l'écologie et le Conseil général de l'environnement et du développement durable. En 2011, il y a eu la création de l'Alliance Green IT. Alors, c'est une association de la loi NUM 101 qui regroupe tous les acteurs français du Green IT. En 2012, il y a eu une publication du guide sectoriel technique par l'ADEME. En 2015, la loi relative à la transition énergétique prévoit des mesures visant à lutter contre l'obsolescence programmée
et le Conseil national du numérique, appelé à la convergence entre la transition écologique et au numérique. Donc, on a vu quelques dates de notre histoire, mais ça va donner quoi sur l'avenir? Donc, en 2019, à l'échelle planétaire, l'environnement numérique équivaut à un continent qui est 2 fois à 3 fois la taille de la France, qui correspondrait à peu près à 5 fois le poids d'un parc automobile en France, ce qui faudrait à peu près, on va dire, 180 millions de véhicules, ce qui a fait énorme. Selon Frédéric Bordage, c'est un expert de Green IT, la taille de l'univers numérique, il dit qu'elle va tripler, voire quintupler ses impacts environnementaux et que ça va doubler à tripler. La plus forte progression est celle des émissions de gaz à effet de serre qui vont augmenter de 2% en 2010 à 5,5% en 2025. Si ça fait énorme pour notre avenir. Donc maintenant, on va voir ce qui est la face cachée du numérique. Alors que les ordinateurs, les imprimantes, nos objets connectés consistent actuellement une principale source d'impact en 2015. Qu'est-ce que ça va faire pour en 2025? Ça va être un fort impact. On va voir un peu plus dans les détails maintenant. Alors, je t'arrête une seconde, histoire qu'on marque une toute petite pause. Il y en a certains qui ont répondu par rapport à vos usages en matière de tri sélectif, de recyclage que vous faisiez chez vous. Et ce serait intéressant de savoir si certains veulent le mettre, et en particulier pour ceux qui justement vont assez loin dans la démarche. Est-ce que aujourd'hui, par rapport à votre usage numérique, que ce soit au travail ou à titre perso, est-ce que vous avez aussi entrepris des actions finalement pour diminuer votre empreinte à ce niveau-là? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Et puis Laure, je te laisse poursuivre, il n'y a pas de souci. Alors moi, personnellement, oui, j'ai entrepris des actions. Mais on va aller voir un peu plus loin. Donc, on a tous des télés. Et les télés, c'est qui correspond à 5 à 15% de l'impact carbone en 2010. Et par contre, ce qu'on a constaté et que ça a été étudié, c'est qu'en 2025, ça va représenter entre 9 et 26%. Nos mobiles, en 2010, ça correspondait à 2 à 6% de notre impact carbone. On a un petit souci de son. Laure, excuse-moi, il y a un petit bourdonnement là d'un seul coup dans ton micro. J'ai rien qu'à changer. J'ai pas touché. D'accord. Est-ce qu'on peut... Attends, je vais couper ton micro et le remettre. On va voir si ça change quelque chose. Voilà, tu peux nous reparler. On va voir si c'est mieux. J'espère que ça va passer cette fois-ci. Malheureusement, ça n'a pas bougé. Non, on a toujours un grésillement assez compliqué. Essaye peut-être de débrancher, de rebrancher ton micro. Est-ce que cette fois-ci, c'est bon? Non, malheureusement non. Est-ce que tu as peut-être un autre appareil? Éloigne peut-être ton téléphone de l'ordinateur. Peut-être que c'est ça qui nous fait des interférences. Là, l'ordinateur, il est tout seul maintenant. Ouais, malheureusement, c'est pas beaucoup mieux. C'est très étonnant parce que c'est vraiment arrivé d'un coup. Tout à l'heure, ça allait très bien.
Là, on ne t'entend plus du tout, Laure. Là, je suis toujours là. C'est bon, quoi? Ouais, bah, ce que je te propose à la limite, essaie de te déconnecter et de te reconnecter. Ok. Ne bougez pas, désolé pour ce petit souci technique, mais on se dit que poursuivre pendant encore 40 minutes avec ce souci de son, on risque de faire mal aux oreilles d'un paquet de monde. On revient tout de suite, n'hésitez pas. Et donc, d'ici là, on va peut-être passer à vos questions. Donc, par rapport à ce que je vous demandais tout à l'heure, effectivement, on a Thomas qui nous dit tout sauf l'eau du robinet. Il essaie d'éteindre son ordinateur le soir en quittant le bureau. C'est pas mal. Cécile qui fait le tri de ses mails, multiprise à interrupteur et box coupée la nuit. OK. Le PC, le téléphone aussi. Je réalise que je suis vraiment très loin de tout ça encore. Il faut que j'essaie de m'y mettre. Grégoire qui nous dit qu'en tant que dev, il essaie de respecter les bonnes pratiques d'éco-conception d'un projet. Merci pour ton lien d'ailleurs, Grégoire. Limiter au maximum le renouvellement de son téléphone, Cécile, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on fait très souvent. On parlait d'obsolescence programmée tout à l'heure. Frédéric, effectivement, nous indique, merci Frédéric, qu'il faut se déconnecter, se reconnecter sur Zoom. Alors voilà, Laure nous a rejoint à nouveau. Je vais essayer de réactiver son micro. Voilà. Laure, normalement, tu peux réactiver ton micro. Voilà. Et là, on ne t'entend pas. On voit que la jauge micro bouge, mais on ne t'entend pas du tout. Là, c'est bon? C'est parfait. Eh bien, on dirait bien que le grésillement a disparu. Formidable. Le mystère de l'informatique. Nous y sommes. Eh bien, allons-y. Désolé pour la petite interruption. On te laisse reprendre, Laure. Oui, bien sûr. Euh, Donc, je disais que à l'heure actuelle, en 2019-2020, les Français ont de plus en plus d'objets connectés. Et par rapport à 2018, jusqu'en 2025, on va multiplier par 48 les objets connectés. Et ce qui va être derrière, ça va être énorme au niveau de l'impact. Ça va faire 1% d'impact par rapport en 2020 contre 18 à 23% en 2025. C'est une forte augmentation. Et qu'est-ce qu'on va laisser derrière pour l'avenir, pour nos enfants? Donc, ce qu'on a aujourd'hui, dans notre travail, on envoie tous des mails et à peu près, en moyenne, on envoie plus d'une vingtaine envoyés par jour, ce qui correspondrait pendant un an à 1000 kilomètres en voiture. Donc 20 mails, c'est égal à 1000 kilomètres en voiture. Et C'est d'ailleurs, énorme. ça m'inspire une petite question là, à ce niveau-là. On utilise, nous, en particulier chez Proxiat, de plus en plus des plateformes d'échange plutôt que les mails. Oui, Voilà. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien sur le point de vue de l'écologie ou pas? ça améliore, mais après, ça va dépendre les plateformes. Il y en a qui sont, comment elles sont construites, comment elles sont fabriquées. Est-ce que la manière, elle est éco-environnement ou pas? Pas toutes les plateformes le sont. À l'heure actuelle, malheureusement, pas toutes. D'accord. Ok, merci. Du coup, entre 85 et 2015, la durée de vie d'un ordinateur, elle a été divisée par 3. Ce qui veut dire à l'heure actuelle, c'est que dès que notre ordinateur ne fonctionne plus, pour X, Y raison,
les gens ont tendance à dire il ne fonctionne plus, je vais en racheter un autre. Alors, pour le portefeuille, ça va vite partir, mais pour la protection de l'environnement, il faut savoir que derrière, s'il y a tous des processus, tous des micros qu'on fabrique et que ça augmente la pollution. Alors que dans 85% des cas, un ordinateur usagé peuvent être réparés. Alors, les émissions de gaz à effet de serre, à l'heure actuelle, correspond, on va dire qu'on va créer un 7e continent qui est de la taille de 2 à 3 fois la taille de la France. Ça fait énorme. En 2015, une étude a été réalisée pour essayer de calculer l'empreinte numérique d'un Français dans son quotidien. Mais dans cette étude, on a enlevé la télé et la console de jeu et l'IFI. Et ça, on a fait l'étude pendant 1 an. Et il correspond à 346 kWh d'énergie, 203 kg de gaz à effet de serre et 2941 litres d'eau. On peut s'en faire avec des bains avec cette quantité d'eau. Cette empreinte, elle est due en première due à la fabrication des équipements. Parce que seulement que 3 à 8% des matériaux rares sont recyclés, ce qui fait peu. Dès qu'un ordinateur ne fonctionne plus, dès que nos téléphones ne fonctionnent plus, on les change. Mais dans tout ça, il n'y a quasiment rien qui est récupéré pour en refabriquer d'autres. Alors ici je vous parle, c'est notre quotidien. On fait une journée au bureau, on va dire sur 220 jours ouvrés pour une personne. Ça va correspondre à 51 ampoules de 25 watts. On va dire que ça va faire 2 radiateurs de 60 watts qui est allumé pendant 8 heures. On chauffe la pièce. Ça correspond aussi à 29 km en voiture. Donc pour une journée, on fait 29 km en voiture. On peut consommer aussi pour une journée 7 packs d'eau de 9 litres. Soit c'est une douche, ça correspond à une douche. On se prend au boulot tous une douche dans toute notre journée. Ah, c'est bien, tu me feras penser à dire aux collègues qui réclament une douche dans les bureaux à Strasbourg que finalement, du coup, c'est superflu. Nous, à Lille, il y a une douche. Donc, en gros, ça ferait 15 grammes de déchets électroniques. Ce qui correspondrait à peu près qu'on changerait notre téléphone tous les 10 jours. Pour une journée, on change un téléphone tous les 10 jours. Donc là, on va voir pourquoi c'est important. Pour moi, c'est important surtout, c'est l'environnement. Étant plongeuse, c'est essentiel pour l'environnement, la planète, l'écosystème. Mais pour une entreprise, elle doit faire attention à sa stratégie parce que l'enjeu à l'heure actuelle est important. En grande majorité, les entreprises à l'heure actuelle, elles possèdent tous leur propre parc informatique. Et ce qu'on a pu voir, c'est que le numérique ça devient une forte pollution. Et si les entreprises à l'heure actuelle ne font pas attention, ça va dégrader l'environnement
ça va augmenter les gaz à effet de serre. Et c'est surtout, ça va aussi détruire nos sols, nos milieux aquatiques, la biodiversité. Et moi, en tant que plongeuse, j'ai pas trop envie qu'on détruise mon milieu aquatique. Elle se détruit déjà énormément. Donc, si on pouvait tous la protéger par de simples gestes et tous au quotidien, notre avenir ne sera que mieux. Tiens, alors je t'interromps à nouveau. Une question effectivement de Yves, comme son nom ne l'indique pas, qui demande, il indique que pour sa part, sur les objets numériques, il se tourne systématiquement vers des produits reconditionnés. Et il pose une question, est-ce que c'est de la bonne conscience ou est-ce que réellement c'est mieux? Non, c'est tout ce qui est reconditionné en fait. Donc on récupère tout ce qui est dans nos anciens portables et c'est réamélioré, c'est remis. Donc non, c'est une très bonne pratique. Et je la conseille de forte de la pratiquer. Eh ben, bravo Yves en tout cas. Merci. Je te laisse poursuivre. Donc, merci pour la question qui était fort intéressante. Après, donc, du coup, les entreprises, si elles prenaient part à tous de réparer les ordinateurs au lieu de les changer assez facilement ou de les reconditionner ou prendre en occasion, ça permettrait de réaliser d'énormes économies, mais surtout aussi de protéger l'environnement. Donc maintenant, on va voir comment on peut réduire cette empreinte, comment on peut s'y mettre. Plusieurs mesures opérationnelles peuvent être mises en place par les entreprises. Donc maintenant, on va voir comment faire et quoi faire. Donc, je vais vous présenter une liste exhaustive d'actions qui est facile à mettre en place. Donc, on peut opter pour un hébergeur possédant des certificats d'énergie renouvelable. On peut, comme on vient de la question que Yves a posée, on peut acheter du reconditionné, donc de l'occasion aussi. On peut optimiser la durée de vie de nos appareils électroniques en les réparant. On peut diminuer le nombre d'exemplaires d'un document qui est stocké dans nos serveurs. Nombre de fois qu'on voit qu'un document est mis dans un dossier, puis dans un autre. Et après, on le cherche, mais où est-ce qu'on l'a mis? Ah bah oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas mis, on l'a mis à cet endroit-là. Donc, on va le récupérer. Et des copies, et des copies, et des copies. Et tout ça, ça prend de la place et ça fait de la pollution. On peut aussi recycler des déchets électroniques en les déposant dans des structures qui recyclent. On peut supprimer régulièrement ces emails. Combien de personnes ont dans sa boîte mail des milliers ou des centaines d'emails qui sont stockés et qui, en fait, personne n'y revient dessus. Donc, on peut les trier d'abord par catégorie ou par client. Et puis après, ceux qui sont trop anciens et qui n'ont plus d'intérêt, on les supprime. Et on peut aussi, quand on quitte le bureau, on peut débrancher tous nos appareils électroniques. On peut débrancher donc, les ordinateurs ou les mettre en veille. Ou on peut aussi investir dans des prises qui sont avec des interrupteurs. Qui, au lieu d'enlever, se déconnecter, on a juste à appuyer sur la prise et au moins c'est facile. Ça ne prend pas de temps et au moins on ne l'oublie pas. Alors, est-ce qu'on a des bons élèves dans le public sur la suppression des mails? Moi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous réunit tous. Hein, tu le disais, on est tous dans le numérique, mais on fait tous des métiers différents. Et je pense par contre qu'on utilise tous les mails. Je dois avouer, de mon côté, non, je le fais pas, ou en tout cas pas assez. Est-ce que mauvais élèves. Et voilà, mauvais élève, très clairement. Moi, je suis la team mauvais élève. Est-ce qu'on a des bons élèves dans l'assistance, du coup, honnêtement? Alors, Adrien qui nous demande suppression ou archivage sur un disque dur en termes d'impact. On peut l'archiver sur un disque dur externe ou sur du local.
Mais sur du long terme, ne pas garder des centaines et des centaines d'emails. En plus, la plupart, on va pas les retourner dessus. Ou c'est comme aussi, on est pas mal aussi, si on fait de la veille, on est abonné à des newsletters. Et il y en a certaines on les reçoit et puis on les lit même pas. On les met directement à la poubelle. Pensez à vous désabonner à des newsletters que vous ne lisez pas du tout. Aussi, par exemple, faire le tri, c'est que dans ma boîte mail, ce n'est pas que ce que j'ai reçu ou ce que j'ai archivé, mais c'est vider la boîte mail. C'est aussi aller vider les messages qu'on a envoyés. C'est donc de les classer. Tout ça, faut en prendre en compte et faire attention au quotidien. Si on Ouais, alors prend une... Vas-y, vas-y. Oui. Non, vas-y, je t'en prie. Je vais te poser une question et je vais te laisser finir. Si on prend dès maintenant une habitude au quotidien à le faire, ça prend pas beaucoup de temps. Si en plus nos boîtes mail elles nous permettent de mettre des règles de direction, quand on reçoit, ça va directement dans un dossier. Suffit d'ouvrir ce dossier, regarder. Si c'est le mail, soit on le garde, soit dans la foulée, on sait que derrière ça n'a aucun intérêt, on le supprime, on se désabonne des newsletters. Et si on le fait dès maintenant au quotidien, c'est une pratique à avoir. Et derrière, on est tranquille. C'était la question? Non, mais justement, je me posais une question. Je rebondissais aussi sur ce que disait Adrien sur l'archivage. C'est vrai que sur le plan professionnel, il y a certains métiers où on ne sait pas forcément quand on a un mail donné à un instant T, je ne sais pas si ce mail-là va m'être utile à un moment futur dans ma vie professionnelle ou pas. La majorité, comme tu l'as dit, certainement pas. Mais il y en a certains, et c'est difficile pour moi de savoir lesquels. Donc, du coup, comment je gère ça? Aujourd'hui, ma solution pour le gérer, c'est effectivement, malheureusement, de ne pas m'en occuper ou pas assez. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Est-ce qu'il y a Alors, ce que des tu peux idées? faire, ce qui est possible de faire, c'est dans un premier temps, créer un fichier. Donc, soit tu peux le faire directement sur ta boîte mail. Et Mhm. après, le rediriger sur un disque dur externe. Au moins, tu es sûr que tu as une sauvegarde. Et ce qui fait que dans ta boîte mail, tu peux le supprimer. Et dans ton disque dur, tu recrées des répertoires, et donc par répertoire client ou projet. Et tous les mois ou tous les 2 mois, après ça dépend de l'importance et de comment nous on gère nos projets, Mhm. on peut supprimer. D'accord. Ok, il Après, y a Yves qui nous ça dit. dépend cas par cas, comment, déjà, soi-même, comment on s'organise, parce qu'on n'a pas tous la même organisation. Après, ça dépend de l'importance du projet sur le long terme. Est-ce que c'est des courtes missions? Est-ce que c'est des longues missions? Euh, Après, est-ce que l'information est essentielle à l'intérieur? C'est-à-dire que si c'est juste pour dire, OK, bien reçu la pièce, c'est parfait, bon, je te donne accord pour ta mission, je pense pas que cet email soit important. Non, bien sûr, tu as complètement raison. Et il y a d'ailleurs Yves qui nous dit une solution est de limiter la taille de la boîte. C'est très contraignant, mais ça oblige l'utilisateur à faire le ménage. Et oui, moi, pour aujourd'hui, hein, c'est la seule raison pour laquelle aujourd'hui je fais le tri dans mes emails et que je les archive. C'est quand, effectivement, on me dit que ma boîte est pleine et que je vais plus avoir assez d'espace. Donc, que ce soit pas si répandu que ça, je suis pas sûr, Yves. En l'occurrence, je pense pour les messageries grand public, on va plutôt dans le sens où il y a de plus en plus d'espace. Mais pour les messageries pro, on en revient toujours au nerf de la guerre. Hein, ça coûte plus cher, plus on prend d'espace. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui est un peu plus appliqué, quoi. Je te laisse Non, continuer, là. c'est pas encore c'est pas une méthode que ce soit en particulier ou en professionnel. On a tous des boîtes mail qui sont envahies. Euh, Moi, le premier truc que je conseillerais, c'est déjà tout ce qui est newsletter. Faites le tri. Est-ce que c'est ce que je suis réellement ou pas? Si je ne suis pas, pouf, directement, je me désabonne. Et après, c'est regarder tous vos spams, parce que des fois, on ne regarde même pas dans nos spams la réception. Donc, c'est regarder les spams et faire une copie sur un disque dur externe. Et suivant la date ou la quantité de projets qu'on pourrait avoir dans le temps, dit en 1 mois ou 1 an, on supprime au fur et à mesure. D'accord.
Je te laisse continuer, vas-y. Merci pour ta réponse. Du coup, pour réduire l'impact, on distingue 3 environnements différents. Je vais citer les 3, mais il n'y en a qu'un que je vais un peu plus développer. Donc les 2 premiers, je vais seulement les citer, donner un petit peu d'explication, mais pas plus, ça sera développé plus tard. Donc au niveau du SI de l'entreprise, c'est le premier environnement. On aura 3 types de motivation: financière, stratégique et éthique. Et c'est notre première démarche. Je ne vais pas aller plus loin pour l'expliquer. Mon deuxième environnement, donc ça serait au niveau des services numériques. L'éco-conception des services numériques repose sur la méthode de l'analyse des cycles de vie. C'est la mise en œuvre de l'éco-conception. Elle repose donc sur les structures de projet, l'identification des impacts, réduction des impacts et le partage des résultats. Donc sur ça, je ne vais pas la développer plus. Ça sera le troisième que je vais développer un peu plus. Donc ça serait au niveau de l'empreinte écologique des sites Internet. On est tous dans ce domaine-là où à peu près on travaille directement sur les sites Internet. On les crée, on les développe, on les améliore, on les perfectionne. Du coup, c'est celui-là que, en plus, étant dans le milieu, donc je voudrais le développer un peu plus. Donc, la majorité des consommations électroniques, c'est ce qui correspondrait à 68% de consommation, et des émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'eau du web se situent en fin de cycle, lors de la phase d'utilisation. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est pendant toute notre création, on consomme, mais une fois qu'on a fini, c'est là où le fort impact de l'empreinte carbone, elle est super importante et qui est élevée. Selon Frédéric Bordage, le poids d'une page web a été multiplié par 115 en 20 ans. Ce qui est en gros qu'on va passer de 14 kWh à plus de 2600 kWh pour une page web créée. Ce qui fait énorme l'impact carbone. Et après, s'il explique finalement cette différence. Le design, il a évolué d'année en année. L'expérience utilisateur a évolué d'année en année. Les technologies, le langage web et le code a évolué. Sauf que tout ça, ça a un poids et une importance. Oui, c'est une question du poids de la page finalement, là où à l'époque c'était pas ça. grand-chose. Aujourd'hui, c'est plus important parce que les interfaces sont plus riches. Ok. On met de plus en plus d'images, on met de la vidéo, il y a des couleurs, tout ça, et le poids, le temps de charge, tout ça, c'est énorme. Ok. Du coup, donc, au niveau de l'empreinte écologique au niveau web, on aura 3 leviers d'amélioration. C'est ce qu'on va voir. Donc, le premier levier, c'est la frugalité fonctionnelle. Donc, en gros, c'est qu'on va éliminer les fonctionnalités peu utilisées. Parce que, en gros, quand on crée un site, 70% des fonctionnalités ne sont jamais ou rarement utilisées. Et en plus, donc, 45% des cas, elles ne le sont vraiment pas utilisées. On peut aussi limiter les trackers et les analytiques, mettre juste l'essentiel. Donc, tout ce qui est pour le SEO, tout ça, on peut aller, oui, c'est important, mais mettre que l'essentiel. Pas aller au-delà pour aller chercher des choses. Après, on peut
sélectionner la manière la plus éco de remplir, par exemple, une fonctionnalité. Par exemple, quand on envoie une newsletter, est-ce qu'on l'envoie par mail ou on peut l'avertir uniquement par SMS? Donc, le deuxième, SMS étant du coup plus léger que le mail, c'est ça? oui. D'accord. En deuxième levier, on peut aussi faire l'optimisation des contenants. Donc, ça va être l'optimiser le côté code au niveau du serveur et des clients. Côté serveur, on peut économiser les ressources. On peut aussi surveiller la performance des applications et on peut optimiser l'hébergeur. Et le troisième levier qu'on peut faire, c'est au niveau l'optimisation de contenu. Donc, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la création d'une page ou d'un site. Donc, on peut optimiser la définition des images et des vidéos. Hop, pardon, excusez-moi. On peut optimiser la taille des textes. Oui, pour le SEO, on doit écrire un contenu qui est suffisamment important pour qu'on soit référencé et être mieux positionné sur la SERP. Donc, être positionné sur Google pour un top 10. Mais apporter du contenu, c'est aussi apporter du contenu pour l'utilisateur suffisant. Ça ne sert à rien de faire du blabla pour du blabla. Après, ce qu'on peut proposer aussi, c'est sur les mobiles first, quand on teste, on peut tester sur des mobiles qui sont peu performants et avec un réseau faible, ce qui permettrait de voir à quoi ça correspond et les résultats et moins consommer derrière. Après, quand on crée un site, on peut aussi utiliser une checklist de performance. Donc, ce qui va permettre on sait que quand on construit un site, qu'est-ce qui va moins le consommer? Est-ce qu'on va mettre plus d'images ou moins d'images? Donc, on va faire attention et à garder notre protocole de création de site, bien sûr en respectant les demandes le maximum du client et surtout de l'expérience utilisateur. Et donc, le premier levier et le dernier levier, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place et qui est surtout un gain important. Le deuxième, c'est le plus facile à mettre si on a des compétences techniques surtout. Donc, une méthode à établir. Green IT a établi une checklist qui référence 115 bonnes pratiques d'éco-conception pour créer les sites Internet. Le lien, il est mis sur la slide. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller le voir directement. Parmi ces 115, on peut différencier différentes étapes. Donc, en premier lieu, on va faire un état des lieux des sites ou des projets de création. On va y réfléchir à notre stratégie à mettre en place, voir qu'est-ce qui est possible ou non à mettre en place suivant les demandes du client et voir ce qui est possible aussi pour respecter l'environnement. Donc, faire attention à la taille des images, au poids des vidéos, à notre code. On peut aussi, une fois qu'on a fait ça, donc c'est identifier des pistes d'amélioration. Et une fois qu'on les a identifiées, on va pouvoir les mettre en place, les mesurer. Et surtout, ce qui est essentiel à l'heure actuelle, c'est le partage et communiquer les résultats. Plus on communique, plus on va sensibiliser les gens. Et plus, une fois derrière, ça va faire l'alerte aux personnes. Et plus elles vont être sensibilisées et plus elles vont respecter derrière et me suivre un petit peu les règles de protection de l'environnement. Donc, pour ça, on a eu des outils qui ont été mis en place.
je vous en présente deux. Donc, l'Eco-Index, c'est un outil qui est communautaire et qui est gratuit. Il mesure la performance environnementale absolue à l'aide d'un score qui est noté jusqu'à 100. Après, on a aussi la performance environnementale relative. Là, c'est une note de A à G. Plus on s'approche du G, moins on est bon. Vaut mieux, comme à l'école, le A, c'est la meilleure note. Après, il va mesurer aussi l'empreinte technique. Donc, ça va être le poids, la complexité du code, tout ça. Et on a aussi l'empreinte environnementale. Donc, il va mesurer les gaz à effet de serre et la quantité d'eau. Après, nous avons aussi Ecometer. C'est aussi un outil gratuit. Il permet d'analyser les résultats fournis par Eco-Index. Il s'appuie sur les 115 bonnes pratiques écologiques établies par Green IT. Et il va nous donner un petit peu le résultat et nous dire là où on doit rectifier. Moi, personnellement, donc je regarde sur ces deux-là, mais il y a aussi des extensions qui existent sur Chrome et Firefox. Donc, on a Carbonalizer, qui lui va analyser le trafic interne du site. Et on a Green IT Analysis, qui lui, il va analyser complètement la page du site et va nous donner, il va s'appuyer sur les bonnes pratiques et va nous dire où modifier. Donc, on a pu voir à l'heure actuelle, tout ce qui était le Green IT, ce qu'on peut faire. Il y a des choses simples à mettre en place, surtout par exemple les emails à trier et à supprimer. Et tous ces avantages, ils ne sont pas que au niveau éco-environnemental, mais aussi au niveau, ils ont aussi un avantage non écologique, mais qui reste dans l'éco-conception. C'est-à-dire c'est un avantage pour réaliser des économies. Chouette, mon portefeuille se sentir bien. Ça, c'est bien. Après, tous les sites qu'on crée, si on respecte la charte et on fait très attention, ils seront encore plus performants. Les utilisateurs seront encore plus satisfaits. Au niveau du SEO et de l'UX, là, ça va jouer énormément. On sera encore plus satisfait et on aura des meilleures positions, des meilleures performances et meilleure acquisition. Et tout ça, ça va permettre de réduire notre fracture au niveau numérique et au niveau de la protection environnementale. Donc voilà, c'était un petit peu l'ensemble du Green IT et des petites notions de base qu'on a pu voir. Eh ben, merci beaucoup, Laure. On avait quelques questions qui étaient arrivées également pendant la présentation. Une qui était intéressante aussi, c'était plutôt une remarque, je crois, de Yves, qui disait, moi qui croyais que le zéro papier, c'était chouette. Et effectivement, c'est une question à se poser. Aujourd'hui, est-ce que tu nous donnes des chiffres qui sont éloquents et qui sont assez effarants, en tout cas sur la pollution numérique? Est-ce qu'il vaut mieux, je pense notamment à des relations commerciales qu'on peut avoir avec des clients, est-ce qu'il vaut mieux envoyer une facture de manière dématérialisée ou est-ce que c'est finalement pas beaucoup plus propre que de l'envoyer en courrier avec tout le processus qu'on connaît, les allers-retours de courrier, etc. Alors, oui et non. Ça va dépendre, quand on envoie un mail, ça va dépendre de la quantité de pièces jointes qu'on inclut et du poids de ces pièces jointes. Un petit peu comme le prix du timbre à la poste, finalement. Comment? Un petit peu comme le prix du timbre à la poste. C'est ça. Parce que, et en plus, nos pièces jointes, mais c'est surtout aussi, on a tous la plupart, une signature électronique en bas de nos mails. Ça aussi, ça compte dans l'impact numérique. Et c'est quelque chose qu'on ne pense pas.
Parce que justement, c'était aussi une seconde remarque de Yves qui nous disait effectivement un peu d'optimisme. Les pollutions numériques doivent bien pouvoir réduire d'autres pollutions. Par exemple, le confinement et le télétravail induit, est-ce que ça a réduit la pollution atmosphérique? Les photos satellites de grandes villes avant, après, etc. Est-ce que finalement, ça ne nous permet pas aussi de diminuer? Est-ce que ce n'est pas un levier pour diminuer l'empreinte carbone de manière générale? C'est toujours encore, c'est quelque chose qui est assez, enfin, pour nous, qui est encore assez récent. On le pratique pas assez et c'est encore méconnu un peu pour la plus grande nombre de personnes. C'est juste, voilà, faut arriver à avoir un équilibre. Ok. Je sais pas. Ok. On a également quelqu'un qui nous pose la question, pourquoi on n'arrive pas à tout recycler aujourd'hui? Donc Cécile qui répond que c'est a priori une question de coût. Il y a un Ça peu a de un tout. coût et puis aussi il y a des pièces qui même en recyclant va polluer encore plus parce que pour pouvoir arriver à le recycler, il faut mettre en place des techniques qui vont polluer encore plus que si on le mettait directement, on le supprimait. D'accord. Ouais, bah, c'est notamment, je pense, ce qui est mal le débat qui se rejoint sur les voitures électriques, où on entend souvent dire finalement que la production des batteries est très énergivore et enfin, qu'ensuite on n'a pas vraiment de solution pour le recyclage justement aujourd'hui, quoi. C'est ça. Bah, c'est comme les voitures électriques. À l'heure actuelle, enfin, il y a plein de pubs à la télé, que ça consomme moins, c'est moins polluant. Sauf que sur du long terme, les batteries, elles sont pas recyclées. Donc l'empreinte sur du long terme, je vois pas où est-ce que l'économie elle est. Ok, eh bien, merci beaucoup en tout cas pour tous ces exemples et tous ces éclaircissements. On a également une petite demande dans le chat. On nous demandait si tu pourrais éventuellement, j'imagine que c'est pour nous en interne chez Proxiad, à l'occasion faire un petit doc récap avec les bonnes pratiques, une petite dizaine de bonnes pratiques à faire au quotidien dans son métier pour réduire son empreinte carbone. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, je peux faire ça. Et bien, écoute, je pense que ce sera avec grand plaisir, puis on essaiera de le mettre à disposition sur Talkspirit. N'hésitez pas. Il y en a Germain qui nous demande s'il y a des représentations sous forme de graphique des dépenses directes et indirectes d'énergie de l'IT à l'échelle d'une société. Là, ma connaissance, je suis pas tout à fait, je suis pas experte, donc à ma connaissance, je ne sais pas encore. Mais c'est une bonne question, je peux chercher et dès que j'ai la réponse, je peux la communiquer si souhaite. Eh bien, je pense avec grand plaisir. N'hésite pas d'ailleurs, Germain, à nous laisser ton adresse mail, qu'on puisse savoir où te transmettre cette réponse. Et on a Frédéric qui nous met une petite dernière question en forme de boutade, je crois. Et donc, quel est le coût carbone de cette présentation? C'est une Merci pour question la piège. boutade. Tu n'es même pas obligé d'y répondre. J'ai pas encore mesuré. Zut, j'ai pas déclenché mes outils. Désolée. Ah, il aurait fallu, on fera attention la prochaine fois, on essaiera effectivement de le chiffrer, ça peut être intéressant. Hmm. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, je vous propose de vous laisser réactiver vos micros pour ceux qui le souhaitent, puisqu'on arrive à la fin. Alors, je vais essayer de retrouver le paramètre qui va bien et de vous laisser, donc, si vous le souhaitez, réactiver vos micros par vous-même. Voilà, c'est bon. Vous pouvez donc désormais réactiver votre micro. Merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui ont suivi. Merci aux habitués et merci aux nouveaux qui nous ont rejoints. On se retrouve